Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Vous allez vous dire, je ne suis pas concentrée, il y a Freya qui dort actuellement entre mes bras, donc voilà, nous cherchons de la chaleur parce qu'il fait extrêmement froid. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois lectures de la jeunesse, un classique de la littérature fantastique et une autrice considérée comme une grande autrice anglaise, avec un récit qui va parler de piraterie et je pense que c'est un des premiers dans le genre, je me suis pas trop renseignée. Mais si vous aimez un peu les histoires avec des pirates un peu galants, vous allez trouver votre compte là-dedans. Avant toute chose, je voulais simplement vous informer de deux choses. La première, c'est que ce week-end, je suis au marché de Noël de Miroménil, qui est un château dans lequel a été Maupassant en Normandie, à côté de Dieppe, donc juste à côté de la mer, où vous pouvez me retrouver de vendredi à dimanche avec tous les livres des Trois Nornes, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Et la semaine prochaine, le 9, je serai en dédicace à la librairie L'Obscurae à Strasbourg, et ensuite je serai au marché de Noël d'Imar, donc à 20 minutes de Rouen, le week-end d'après, le samedi, donc ça doit être le 16 si je me trompe pas. La campagne Ulule qui est toujours en cours, on est toujours vers les 200% et on a besoin de votre aide pour financer en partie l'impression de l'ouvrage, donc La Reine de Fer. Et le deuxième et dernier tome des Voix de l'Oporum, c'est un récit historique, fantastique et steampunk qui prend place dans la cour de la reine Victoria, dans un londinium fictif du 19e siècle où la reine est devenue immortelle grâce à des créatures dont elle se nourrit et qui ont certains dons. Et on va suivre une héritière de la couronne d'Écosse qui va devoir survivre dans une cour qui lui veut un petit peu la peau, notamment du fait de sa particularité et du fait de sa nationalité, parce que les Anglais et les Écossais ne s'entendaient pas très bien, dans un monde où il y a actuellement à Londinium des grandes attaques faites par des rebelles qui veulent renverser le pouvoir monarchique de la reine Victoria. Le tome 2 va être beaucoup plus tourné vers l'action, le tome 1 était très tourné vers les complots, le tome 2 il y a toujours aussi ces petits complots-ci, développement de personnages, d'autres points de vue de personnages avec des nouveaux personnages, mais aussi avec des points de vue de personnages que vous avez pu découvrir dans le tome 1. Et je vous remercie de votre soutien et du soutien que vous nous accorderez au 17 décembre. C'est hyper important pour pouvoir sortir ce très beau projet qui va être très coûteux vu que nous fabriquons toujours nos ouvrages de A à Z en France dans une technique de travail qui s'apparente plus à l'éthique parce que nous ne travaillons pas avec Amazon et on imprime sur papier recyclé et renouvelé. Donc voilà, ça a forcément un coût et on vous en remercie. Alors aujourd'hui, trois petites choses. Je vais vous présenter en premier La Crique du français de Daphné du Maurier. Alors j'avance dans mes lectures de Daphné du Maurier, même si j'ai l'impression de ne pas avoir lu grand chose d'elle, hein, parce qu'il me reste au moins 5 ou 6 livres d'elle. Voilà. Je n'ai pas encore lu L'amour dans l'âme, Le bouc émissaire, Le général du roi, La maison sur le rivage, je ne l'ai pas lu aussi, j'ai un doute. Non, je ne l'ai pas lu. Marie-Anne, Le vol du faucon, il est dans ma palle, et Les oiseaux, qui est son grand classique qui a été adapté par Hitchcock. Et donc, la crique du français, c'est assez différent. En fait, Daphné du Maurier, elle est assez connue pour ses récits de Rebecca, notamment, et de l'auberge de la Jamaïque, et de ma cousine Rachel, qui sont des textes qui ont des gros cliffhangers, qui sont très travaillés, parfois un petit peu dans le frisson, notamment pour Rebecca, et même l'auberge de la Jamaïque, où le personnage est quand même assez affreux. Ici, c'est sur une autre histoire où on va suivre un personnage féminin, comme la plupart de ses récits, assez avant-gardiste, c'est-à-dire qu'elle va vous dépeindre le personnage d'une femme de plutôt noble extraction, mais qui était réputée pour être un petit peu, comment dire, pas faux folle, mais la dame aime bien aller sortir avec son mari dans des endroits, voilà, faire la fête, voilà. Elle est un peu au contre-pied de ce qu'on attend d'une femme de son époque, voilà. Je dirais pas qu'elle est libertine, mais elle sort, quoi. Elle se comporte un peu comme un homme. Et elle est tombée amoureuse de son mari quand elle l'a épousé, ils ont 2 enfants, et les années passant, elle se lasse d'un homme qui n'est plus forcément celui qu'elle a épousé, qui s'empâte un petit peu, qui fait pas brûler la flamme de l'amour, et elle s'ennuie en fait dans son ménage. Elle a marre des mondanités à Londres, et elle part donc, Donna part donc dans la Manche, donc vraiment dans sa résidence de Navron, et là-bas en fait elle vit un peu comme une recluse, elle a plus envie de voir
personne, elle a plus envie de calculer personne. En plus, elle a une mauvaise image et elle a pas envie d'entretenir forcément ça. Et sur place, elle va rencontrer un jeune homme, un monsieur français qui a la particularité d'être un pirate, qui fait plein mal de mauvaises choses dans le coin, du moins il emmerde tous les nobles du coin, et donc les nobles essayent de le chasser, et elle va se découvrir, voilà notre chère Donna, une passion amoureuse pour cet homme, qui est loin de l'image du pirate qu'elle avait l'impression d'avoir au début, voilà, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, d'aventureux, qui la traite comme son égal et pas comme forcément une petite chose fragile, comme une mère, tu vois, comme ce qu'on lui demande d'être. Et elle va se retrouver mêlée en fait à ces histoires parce qu'il va faire des petites choses qui font que il va pousser le bouchon un petit peu trop loin, le Maurice, dans tout ça. Donc c'est une histoire qui mêle amour, aventure et question de la femme à cette époque-ci, avec un portrait de héroïne qui change un peu de ce qu'on a l'habitude. Parce que c'est vrai que quand tu prends les portraits de Rebecca ou de ma cousine Rachel, alors ma cousine Rachel c'est un peu particulier parce que c'est un personnage assez fascinant, très séducteur aussi, du moins du point de vue du personnage et de toutes les rumeurs qui ont autour d'elle. Là en fait c'est un personnage qui est vraiment très haut en couleur et en même temps qui prend très mal le fait qu'on l'accuse d'avoir une petite vertu. En fait, elle est pas libertine, c'est ce qu'elle dit dans le texte, elle aime juste les mondanités, elle aime sortir et qu'à un moment en fait elle en a un peu marre, qu'elle se rend compte que les amis de son mari essayent plus de la serrer qu'autre chose, qu'elle arrive pas, voilà, ça devient étouffant pour elle, et elle est dans ce statut de mère où elle aime ses enfants mais elle aime pas forcément la condition dans laquelle elle se trouve. Et c'est un roman qui parle aussi beaucoup des relations entre les personnages, parce qu'au-delà de cette romance, c'est surtout un récit qui va parler aussi de son amitié avec un domestique. Et c'est assez chouette parce que tu voyages entre Bretagne et, on va dire, côte anglaise. Donc en plus, on s'imagine vraiment, c'est des paysages un peu normands, hein, voilà, avec les grandes falaises et ce genre de choses. Et au début, j'étais en mode... C'est très romantique, c'est pas du tout ce que je cherchais. En fait, le roman m'a happé très vite parce que je me suis rendu compte que le propos, c'était plutôt elle, son évolution en tant que personnage. Quand t'aimes un peu la vibes de la marine, voilà, des arts, et vraiment le personnage masculin, j'ai trouvé très chouette parce que il est assez loin. Même s'il a certains traits, on va dire, du héros de roman romantique, c'est un mec, c'est un pirate en fait, mais qui est intelligent, qui aime le dessin, qui est assez doux, respectueux, genre il casse vraiment l'image de la piraterie. En plus, il y a tout un truc sur les Français qui avaient très mauvaise presse, on a toujours eu très mauvaise presse en Angleterre, mais qui casse le fait que tout le monde dit que c'est des Français, donc c'est forcément des agresseurs qui vont enlever les femmes. Donc c'est un roman qui est assez intéressant là-dessus, mais le personnage féminin m'a convaincu. Si vous aimez l'aventure, les romans passion, voilà, c'est ce genre de choses. Ça peut paraître un peu désuet de notre point de vue moderne en se disant oh c'est une histoire d'amour avec un pirate et une nana, voilà. Mais déjà c'est très loin de la fanfic Wattpad où la nana est kidnappée par des pirates. On n'est pas du tout dans ce délire-là. En fait c'est vraiment un contre-pied à ça. Ça parle aussi de la piraterie, de pourquoi il s'engageait dans la piraterie, des relations entre la France et l'Angleterre, et les personnages sont touchants, voilà. C'est un personnage aussi, il va y avoir de l'action, il y a des prises de risques assez importantes, genre c'est une nana, elle est badass, mais ça m'a fait un petit vent de fraîcheur, et je me dis pour l'époque c'était assez novateur. Il est très court, ça se lit très vite. Il y a beaucoup de descriptions de paysages, de vibes anglaises, de paysages de côte, avec une grande maison un peu à la Rebecca, vous voyez, ce genre de trope-ci. Et c'est drôle parce qu'on sait aussi que dans Rebecca, il y a tout un truc avec l'eau et la mer, du genre, il y a vraiment des thématiques qui reviennent. Il y a un peu une chasse à l'homme qui se met en place, c'est vraiment quasiment que le personnage féminin, et après on a que des personnages masculins qui lui veulent tous plus ou moins de mal à leur façon, qui exercent toujours une pression, je trouve, sur elle. Et il y a aussi la question de la maternité dans le texte qui est vachement pertinente, dans vraiment où c'est une condition du fait de son statut sociétal d'être une bonne mère, et en même temps elle pose plein de questions là-dessus, et elle est prête aussi à vouloir vivre sa propre vie. C'est vraiment chouette, et tout en n'étant pas du genre la mère qui abandonne ses enfants. Et c'est aussi une sorte d'amour impossible d'une certaine manière. Je trouve que c'est pas trop gnangnan. Voilà, c'est plutôt bien fait. Alors le début du roman, j'ai trouvé ça long. La petite romance qui met en place, j'étais en moment. Mais c'est vraiment le côté chasse à l'homme de oh, il y a l'étau qui se resserre et il y a l'autre qui nous fait des trucs, voilà. Le français, des fois, il prend un peu trop la confiance. Et elle, en fait, toute la façon dont elle va essayer de le protéger, et surtout, elle le critique. Alors, il y a un moment, c'est assez chouette parce que
c'est vraiment dans son époque. Elle décrit, alors il s'appelle Pierre, je crois, le personnage, Pierre Blanc avec des grands cheveux bouclés noirs et tout, et que c'est un truc qu'elle adore parce qu'en fait son mari et la plupart des hommes qu'elle côtoie portent des perruques à l'époque et qu'elle trouve ça ridicule. Et voilà, ça parle aussi, je pense, des goûts et des normes de la société, et c'est assez passionnant. Voilà, début assez lent, un peu trop romantique à mon goût, mais la fin, voilà, ça se révèle en fait. La profondeur des personnages de Daphné du Maurier fait que c'est un peu plus intéressant, voilà, qu'une simple petite romance, voilà, avec la piraterie. C'est vraiment une ode au voyage, à la liberté et au statut des femmes. Et franchement, Daphné du Maurier, moi j'aime toujours autant la plume. Voilà, c'est pas son meilleur. Et je peux te dire qu'il y a des moments, ça m'a fait assez rire parce que les pirates, c'est des petits coquins. Genre, ils se foutent de la gueule des Anglais. C'est assez drôle. Et en même temps, il y a un truc un peu touchant dans la façon dont c'est décrit, dans la façon dont ça se finit. Voilà, c'est une belle histoire. Et sincèrement, pour les gens qui veulent un peu se lancer dans Rebecca et qui ont un peu peur de se lancer dans Daphné du Maurier, je pense que c'est celui le plus facile à lire en termes de narration parce que c'est assez court, c'est assez simple ce qui se passe. Ça a pas la qualité d'écriture de Ma cousine Rachel, ça a pas l'espèce d'angoisse et de rebondissement on va dire, Rebecca, mais ça fait le taf sur les questions de la société. Je trouve que celui-ci est très empreint de bouleversement sociétal de cette époque-ci. Ensuite, alors là, on passe chez les vampires, on passe chez nos amis à grandes dents, et on passe chez notre beau gosse de service, on va parler de Lestat. Je peux vous dire que depuis que j'ai repris cette lecture, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. C'est-à-dire que Anne Rice a sur moi un effet que rarement ont des auteurs sur moi, c'est-à-dire qu'elle me fait replonger dans l'adolescence. En fait, Anne Rice, quand j'ai relu ce truc-là, je me suis dit, putain, peut-être que je vais pas autant aimer que quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, moi j'ai grandi avec le film Entretien avec un vampire que j'adore, voilà, que je regarde de temps en temps. Je sais qu'il y a une nouvelle série qui est sortie mais qui est pas trop disponible en France. Et en fait, je me suis replongée dedans et je vois le génie d'Anne Rice parce qu'elle a une façon dans ses récits d'être envoûtant avec ses personnages et de rendre sexy les vampires du genre. Vraiment, on sait que Twilight n'aurait pas existé sans Anne Rice, mais genre Edward et tout, ils ont rien, même pas une petite dose de ce que des personnages comme Lestat dégagent. Vraiment, Lestat, il est fascinant. À chaque fois, je le dis, il est fascinant, tu vois. Et donc, on va parler de la Reine des damnés. Alors, dans cette magnifique édition, parce que quand vous les commandez en occasion, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir cette édition de presse pocket des années 90 que celle que je voulais. Ça a été un plaisir, comme je le disais dans le book haul, de retrouver, j'adore la police qui est choisie, la mise en page des presse pocket de l'époque, je sais pas pourquoi, j'aime bien ça, je trouve que ça aéré, je les lis très bien. La Reine des damnés, alors ça va être un peu compliqué de chroniquer parce que faut savoir que la série sur les vampires de Anne Rice, parce qu'elle a écrit plusieurs séries, mais on va dire c'est plus importante, c'est celle sur les vampires et celle sur les sorcières. Ça fait partie, on va dire, du domaine important de la littérature imaginaire du XXe siècle, je pense, sincèrement. C'est ce qui a glamourisé la figure du vampire, hein, c'est ce qui a fait qu'on est passé du vieux mec avec ses petites quenottes un peu effrayantes dans sa cave à un beau gosse séduisant qui... Vraiment, toute l'imagerie du vampire actuel, dans la plupart du temps, à part dans les films d'horreur, on va dire, elle est tirée, on va dire, de l'héritage d'Anne Rice. Alors, La Reine des damnés, c'est la suite directe donc de Lestat, le vampire. Lestat, je crois que je ne sais plus le nom du tome 2. Entretien avec un vampire, c'est un pitch très simple. C'est l'histoire d'un vampire qui va subir l'interrogatoire d'un journaliste humain et qui va lui raconter sa vie. C'est Louis, le vampire, qui raconte sa vie, et Louis a été transformé par Lestat. Voilà. Et on peut totalement qualifier le fait qu'ils sont amants, voilà, tous les deux. Voilà, il y a tout un sous-texte, voilà. Dans le tome 2, on suit Lestat, et particulièrement Lestat est quasiment le personnage principal de cette saga, à mon sens actuellement. Comment Lestat est devenu vampire, hein, parce qu'on n'est pas vampire, hein, on le devient. Et dans la deuxième partie, qui fait suite directe à La Reine des damnés, Lestat a des prétentions dans la musique, c'est-à-dire que Lestat a envie de montrer un peu son côté vampirique, il a envie un peu d'en parler, et ça va provoquer un grand bouleversement. Et le nœud de La Reine des damnés, alors il y a une adaptation que je n'ai jamais vue, mais
qui remonte à très très longtemps, qui est assez emblématique dans le cinéma parce que c'est tout un... l'actrice qui jouait ce personnage-là avait des costumes de fou, voilà, il y avait une sensualité dans le film et tout. La Reine des damnés, c'est une sorte de vampire originel, du moins, qui va être réveillé et qui, dans ce texte-ci, va tout faire pour récupérer les stats. En fait, la Reine des damnés, elle est construite de façon assez différente. La première partie, qui est assez lente, c'est une partie avec multi-points de vue, avec plein de vampires qui réagissent à cette fameuse soirée qui conclut le tome 2 de Lestat. Voilà. Et dans la deuxième partie, on a tout un point de bascule avec l'histoire qui débute vraiment. Alors, j'ai au début trouvé ça un petit peu lent. Voilà, le changement de point de vue avec plein de personnages, j'ai l'impression que ça faisait un petit peu redite avec ce qui avait été dit dans le tome 2. Mais une fois qu'on va dire que c'est installé, notamment, on a le personnage d'Armand dans le texte qui prend beaucoup plus de consistance et qui est assez fascinant, voilà, avec d'autres personnages. En fait, c'est vraiment un moyen de présenter d'autres personnages qui, je pense, vont être présentés plus tard. Même on présente les sorcières, on présente même des personnages comme Pandora et tout, on sait qu'il y a des livres qui sortent après. Donc voilà, c'est un moyen de présenter, de grossir un petit peu l'univers. Et au-delà de ça, de cette quête originelle. Alors, d'un point de vue moderne, parce que c'est un texte qui a été écrit dans les années 90, hein, l'histoire paraît pas non plus fantastique d'un vampire original qui essaye de revenir se venger de sa sorte de descendance et de devenir une sorte de dieu ou d'ériger quelqu'un comme une sorte de dieu. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais le fait que c'est ça qui a inspiré beaucoup d'auteurs et le fait surtout que les stats, en fait les personnages de vampires sont hyper envoûtants, sont tous très différents. C'est-à-dire que Louis, on a encore cette figure quasiment de jeune premier qu'on voit, et on voit l'amour qu'il partage aussi, et le lien qu'il a avec les stats. Plein d'autres personnages qui gravitent. On a des indices sur les sorcières, sur comment ça va se développer, ça me hype énormément. Et surtout, on a beaucoup de choses qui se passent, qui vont bouleverser le monde après. Voilà, c'est vraiment, je trouve, un tome de pivot. Si je dois le comparer aux deux premiers, j'ai moins aimé La Reine des damnés que les stats et Entretien avec un vampire. Voilà, à cause de la lenteur du texte, à cause des longueurs et des fois où j'ai trouvé que... moi j'ai envie qu'on parle de La Reine des damnés et pas qu'on parle d'autre chose. Voilà, la partie avec La Reine des damnés en soi, scénaristiquement parlant, c'est pas hyper surprenant, mais c'est suffisamment convaincant dans le travail des personnages et dans l'esthétique qui s'en dégage, et même les thématiques qui en ressortent sur la religion, voilà, les vampires, l'immortalité. Il y a toute une quête avec des jumelles et tout, alors... comme, pour être sincère avec vous, au niveau scénario, j'étais pas en mode waouh, c'est génial, genre oh, c'est vu et revu, mais bon, c'est le genre de livre où quand t'as été fondateur de quelque chose, c'est forcément que ça a été vu et revu. Mais en fait, c'est tout le reste. C'est l'écriture, c'est la manière dont c'est abordé, c'est les émotions, c'est-à-dire que bon. Il y a une scène où il y a un personnage, donc je crois que c'est une sorcière dans mes souvenirs, va se rendre à un endroit où les stats et Louis ont vécu, et en fait il y a tout un truc avec Claudia, donc ceux qui ont vu Entretien avec un vampire sauront, mais en fait ça prend, genre c'est vraiment dans l'émotion. J'étais concernée par le sort des personnages, j'avais très peur à des moments pour le sort des personnages, et je suis toujours aussi fascinée par cette histoire-ci, et depuis je n'ai qu'une envie, c'est de regarder Entretien avec un vampire, parce que voilà, c'est... franchement, il faut lire Anne Rice pour s'en rendre compte. Il y a un pouvoir à travers les mots et une sorte de truc un peu lancinant et un peu olé, sans que ça soit olé, en fait. Et le vampire, c'est des vrais vampires. C'est-à-dire qu'ils tuent des gens, il y a des choses horribles qui se passent, c'est des gens parfois qui... Certains ont même plus d'humanité, c'est toute une question, voilà. Et c'est des gens en même temps qui peuvent être très distingués. Et il y a plein de figures différentes qui sont développées dans le texte. J'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'ils sont pas tous non plus européens. Donc ça, c'est chouette au niveau de la diversité, parce que ça m'a fait assez rire la nouvelle série qui est sortie. Il y a eu un chouette casting où Louis n'est pas un personnage blanc dans la série. Et les gens étaient offusqués. Et en fait, je fais Anne Rice, il y a énormément de diversité quand tu lis les textes. Voilà, avec plein de vampires ou même d'autres personnes qui viennent de partout dans le monde. Et je trouve ça pas du tout choquant. En fait, je dis, faut lire le livre, quoi. Et au contraire, je trouve qu'Anne Rice, même si les histoires, alors ça je tiens à le dire, les histoires d'amour sont
ultra toxique, voilà, de notre point de vue, c'est très romantisé, mais bon, d'un point de vue adulte, tu le sais très bien, ça fait partie du charme du vampire. Le vampire, il est pas là pour être pas toxique, hein. C'est une créature qui est moralement, qui s'éteint, qui éteint son humanité, donc ça paraît logique. Mais l'homosexualité dans le texte, même si passe par des biais toxiques, c'est plutôt une bonne représentation. Je trouve, et pour l'époque, je pense pas qu'il y a 36 auteurs qui mettaient autant en avant les couples, notamment masculins, qui les développaient comme ça et qui partaient du fait que c'était pas choquant. Genre chez les vampires, ça, c'est pas choquant qu'il y ait deux hommes qui soient ensemble. Genre vraiment, Lestat et Louis avec Claudia, ils avaient le rôle de daron avec la gamine. Bon, même si c'était plus un triangle amoureux d'une certaine manière, mais c'est un peu glauque ce que je vous dis là, mais voilà, c'est des questions, ça joue beaucoup avec la morale dans le texte, voilà, et sur la possession, voilà, il y a un truc avec la possession du genre Armand avec l'autre personnage, c'est ultra toxique, et en même temps, je trouve que ça aborde plutôt bien le mythe du vampire et comment un vampire pourrait aborder la chose, voilà, et en même temps, savoir aussi que les humains, des fois, ils cherchent un peu la merde, donc voilà, il y a aussi tout le truc un peu avec ces anciens vampires, ces anciennes légendes, avec aussi un petit côté historique. Voilà. Au niveau scénaristique, ouais, mais le reste, il faut découvrir. Et Anne Rice, je vous la conseille vraiment, hein. Notamment, je pense à tous ceux qui sont fans des vampires et qui n'ont jamais lu Anne Rice, il faut le lire, en sachant que c'est un classique, voilà, que ça a vieilli, mais c'est quand même à la base de toute la bitlit et ce genre de choses, hein. On n'aurait pas tout ça. Bon, il y a Buffy aussi, mais genre, ça, c'est beaucoup plus important, quoi. Et enfin, je vous présente alors là de la jeunesse. On en a fini avec les vampires, on va parler des petits animaux dans la forêt. Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver, donc de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Toujours un aussi beau bijou, voilà. Là, je vous montre, en plus celui-ci est sympa parce qu'il y a plein de petits ajouts un peu, j'appelle ça un peu le multivers, mais il y a des petits articles de journaux et tout, mais c'est illustré énormément. Sanoé, moi j'adore le style. D'ailleurs j'adore les animaux, donc pour le coup les animaux de la forêt c'est un peu mon petit crush, voilà, j'adore ça. Mémoire de la forêt, je vous en ai déjà parlé, c'est une de mes plus belles découvertes de cette année, c'est un de mes plus beaux coups de cœur, et c'est de la jeunesse, hein, c'est pas quelque chose que je lis habituellement, mais c'est un moyen de raconter par le biais de personnages anthropomorphes des histoires s'adressant aux enfants. Voilà, c'est tout à fait accessible à vos enfants. Et franchement, si vous avez des gosses, faites-leur lire ça parce que c'est vraiment très bien. Tout en leur faisant aborder des questions de société un peu compliquées et tout en étant très bien à lire pour des adultes. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'adultes qui lisent ce récit-là, il y a même des personnes âgées qui lisent ce récit-là et qui prennent un plaisir de fou parce que c'est passionnant quand même. Alors, Mémoire de la forêt, dans le premier tome, on suit donc notre cher Archibald qui est libraire dans la forêt de Belle-Écorce et il a une petite taupe qui va se rendre chez lui pour demander un livre parce que au-delà d'être bibliothécaire, au-delà d'être libraire, il accueille aussi les manuscrits, voilà, des gens et il se rend compte qu'il a déjà le livre a déjà été emprunté par quelqu'un et donc ils vont essayer de le retrouver, sachant que notre chère petite taupe perd la mémoire et donc c'est tout un moyen de parler d'Alzheimer. Dans le tome 2, on est plutôt sur un secret de famille avec un loup qui s'appelle Célestin qui un jour va frapper à la porte de la librairie en disant la librairie en fait, regarde les papiers, elle m'appartient, elle appartient à ma famille, ton grand-père, ton arrière-grand-père, voilà, tes ancêtres l'ont volé. Ça parle d'un sujet dont je ne vais pas vous parler parce que c'est un gros spoil, mais j'ai chialé ma mère. À la fin, de toute façon, je chiale ma mère tout le temps. Mais voilà, qui m'a extrêmement touchée. La façon dont c'est fait, je trouve ça hyper important de l'aborder aux enfants et de montrer en quoi c'est pas mal et qu'il faut l'accepter parce que c'est ça qui tuera. Voilà, ce gros problème qu'il y a en ce moment dans nos sociétés. Blesser, que ça soit physiquement, moralement, des gens du fait de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voilà. Et dans ce tome-ci, je vais pas non plus vous dire de quoi ça parle, parce que c'est à la fin, mais je me suis laissée embarquer. Et en fait, je l'ai pas vu venir forcément la fin, et j'ai pas vu venir forcément voilà, le truc de la tristesse, mais j'étais en train de le lire, et j'avais la boule, et quand je me suis couchée, j'ai pleuré comme une madeleine dans mon lit, parce que on va suivre ici, alors c'est celui que j'ai le moins aimé en termes d'histoire, parce que c'est très tourné sur le petit, sur le neveu en fait, d'Archibald, et je préférais Archibald, voilà, à suivre comme personnage, parce que je suis un adulte et je pense que je préfère suivre un personnage adulte, qui, Bartholomé, a des petits soucis de santé,
Et ses parents, c'est des grands aventuriers. Et ses parents vont disparaître du jour au lendemain. Il va partir à leur recherche. Et il va prendre un train qui est un petit peu... Ça me fait penser, vous savez, au film de Noël avec le train qui est le Pôle Express. Et c'est Yule, et donc avec Archibald, ils vont partir pour cette aventure pour découvrir. Donc, cet univers. Et en fait, ce livre m'a fait rire parce qu'il y a des moments, c'est très drôle. Genre, il y a une scène où il y a un basset, vous savez, ces chiens où ils sont un peu tirés au niveau des cernes. Et tout le monde lui dit mais t'as l'air fatigué. Et le gars est obligé de se justifier. Fait je suis un basset, donc j'aurais toujours l'air fatigué. Mais il y a beaucoup l'ambiance de Noël, de l'hiver, du froid, on le sent, c'est très chouette. T'as même, alors si je peux vous le montrer, elle est où la petite carte? Il me semble qu'il y a une petite... Ouais, c'est là. Il y a une petite carte qui se déplie ici, où vous pouvez avoir le train et les compartiments qui sont faits. Je vais pas vous en dire trop parce que je veux pas vous gâcher le plaisir que j'ai eu de la découverte de la fin. Mais la façon dont c'est fait, le thème est, je pense, un des plus durs que tu peux aborder avec des enfants. Mais je trouve qu'il est essentiel. Et ça m'a renversé le cœur parce que j'ai trouvé ça plutôt surprenant. J'ai trouvé ça bien fait de la façon dont c'était fait et que c'était pas non plus horrible. Tu vois, parce que c'est un thème où ça peut vite être glissant pour des gosses et je trouve ça magnifique la façon dont c'était abordé et je vais pas vous spoiler, mais le fait que ça soit ce personnage-là à qui ça arrive et les répercussions sur ses proches, voilà, c'est extrêmement touchant. Il y a aussi tout un truc sur les fêtes de Noël et sur l'hiver, sur les contes et ce genre de choses. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vous dis, moi, ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est le fait de suivre Bartholomé parce que c'est un enfant et que j'étais un peu frustrée de pas avoir Archibald qui, je trouve, est assez... il lui arrive en fait un truc un peu horrible, c'est qu'Archibald, bon, on sait que l'auteur est libraire à la base, mais c'est un auteur, voilà, il a publié le livre voilà, de Ferdinand, et il y a tout un truc avec le plagiat et tout, et c'est une angoisse, et je trouve ça super intéressant de découvrir ça, mais ça m'a frustrée de pas avoir plus de choses sur Archibald, et d'autant plus qu'il y a un 4e et dernier tome qui va sortir l'année prochaine, et que ça me fait un peu de la peine d'abandonner cet univers, mais je vous le conseille absolument pour tous âges, hein, t'as 7 ans à 97 ans, il n'y a pas de problème. La plume, elle est super simple, ça se lit du genre, moi je le lis en quelques heures même, c'est fait, mais il y a un espèce d'humour qui est aussi adressé aux adultes, voilà, c'est transgénérationnel, c'est vraiment chouette pour ça, et je peux vous dire que vous verserez sûrement une petite larme à la fin. Il ne faudra pas culpabiliser, même si vous êtes des adultes avec un cœur très dur. Ça, c'est normal, c'est normal. Mais je vous conseille absolument cette saga. J'ai pas trop de mauvais commentaires à faire parce que je passe toujours une très bonne lecture. Je ne m'en détachais pas tellement j'avais envie de savoir la fin. Mais sachez que c'est vrai que j'étais plus dans l'ambiance des 2 premiers parce que c'était plus porté par des adultes. Et là, voilà, on est un peu plus sur la jeunesse. Mais c'est normal. N'oublions pas que c'est un livre jeunesse. L'École des loisirs fait un extraordinaire travail sur cette œuvre aussi. Et j'espère que l'auteur continuera d'avoir une grande carrière d'écrivain parce qu'il a des très bonnes idées. Voilà, ça reprend voilà, les tropes de La Fontaine un peu sur ces animaux anthropomorphes et avec ce côté de douceur qui est alimenté par les dessins qui fait que c'est un objet magnifique et que vous... Franchement, les questions, la façon dont c'est abordé et le culot, parce que faut rappeler que ces bouquins-là, je pense qu'il n'y a pas 36 éditeurs qui éditeraient ce genre de livre. Voilà, parce que y a des questions de fond qui peuvent vraiment faire débat parfois dans la société, et il y a des questions de fond qui peuvent parfois tomber sur des parents qui voudraient pas que leurs enfants lisent ça, mais c'est fait de façon à ce que ça soit compréhensible de tout et pas choquant, et que c'est important. Vraiment, si vous êtes prof et tout, faites lire ça à vos enfants en primaire. Franchement, ça, je pense qu'ils en tireront du plaisir, et vous pourriez parler de sujets qui sont quand même super intéressants. Donc voilà, j'en ai terminé. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu actuellement, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres. J'aimerais bien savoir si vous aviez lu Mémoire de la forêt. Petit cœur pour les stats dans les commentaires. Voilà. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.